La 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, présidée cette année par Denis Francis, représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès des Nations Unies, s'est voulu un cadre direct et collectif d'expression pour les chefs d'État et de gouvernement. Dans un environnement marqué par toutes sortes de déchirures, la guerre, les crises humanitaires, les troubles politiques, l'extrémisme violent et autres changements climatiques, les dirigeants du monde conviennent d'agir dans un esprit de solidarité, mettant en place un système international qui bénéficie à l'ensemble de l'humanité. Nous n'avons pas l'intention de bafouer les droits d'autrui, mais nous ne laisserons personne bafouer les nôtres. Nous continuerons de défendre le peuple palestinien dans son combat pour que les droits légitimes des Palestiniens soient reconnus en vertu du droit international. Mais j'aimerais répéter encore une fois, sans un État indépendant fondé sur les frontières de 1967, il sera difficile pour Israël d'aboutir à la paix et à la sécurité à laquelle ce pays aspire dans cette région du monde. Plus que jamais auparavant, nous attendons de l'Union européenne qu'elle respecte ses obligations, ignorées depuis longtemps, obligations qu'elle a prises envers mon pays. L'Union africaine incarne aujourd'hui une organisation capable de prendre son avenir en main. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous faire de la leçon, de nous prendre de haut, d'arrêter de nous traiter comme des enfants. Rassurez-vous, nous sommes suffisamment grands pour savoir ce qui est bien et ce qui est bon pour nous. Nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités, pour concevoir notre modèle qui corresponde à notre identité, à la réalité de nos populations, à ce que nous sommes tout simplement. La diplomatie des bateaux armés et les tactiques armées sont reléguées au passé. Ce n'est pas les moyens de dirigeants visionnaires. Il est temps maintenant de concrétiser, d'appliquer la Charte des Nations Unies, charte de paix entre nous. Donc, Monsieur Erdogan, œuvrons. Je suis attaché à négocier un règlement qui sauvegarde les libertés fondamentales, les droits humains, les intérêts de tous les Chypriotes, Chypriotes grecs, Chypriotes turcs, maronites, arméniens, latins, tous sur un pied d'égalité. Dans cet élan, l'Union africaine assume ses choix, notamment les sanctions contre ceux qui prennent le pouvoir par la force. L'organisation panafricaine exige le retour à l'ordre constitutionnel dans les pays concernés, le respect de l'état de droit et une meilleure intégration du continent dans un espace communautaire bien encadré. Je rappelle solennellement qu'il ne peut y avoir de vie politique digne de ce nom sans le respect des échéances électorales et des mécanismes institutionnels légitimes qui fondent la vie démocratique de nos pays. Les chocs économiques subis par nos pays, en particulier l'inflation et les crises logistiques et alimentaires, ont gravement affecté nos potentiels de croissance, la vie quotidienne de nos populations et la stabilité de nos États. C'est dans ce sens qu'il a été mis en œuvre depuis 2021 la zone de libre-échange continentale africaine, le grand marché commun continental, dans l'espoir de redynamiser la croissance et le PIB de l'Afrique. Avec cet outil essentiel que j'ai la mission d'accélérer pendant mon mandat de président de l'Union africaine, le continent se donne les moyens de créer des effets de levier qui lui permettent de dégager la richesse nécessaire pour mieux faire face à sa croissance démographique. L'ADLECAF contribuera en effet à la concrétisation de notre ambition commune d'aller vers l'industrialisation du continent, car l'Afrique doit cesser d'être un simple pourvoyeur de matières premières, tout en permettant de renforcer
nos secteurs secondaires et tertiaires pour créer l'emploi, la ZLECAf stimulera aussi le transfert des technologies et favorisera les investissements étrangers puisqu'elle ouvrira aux autres continents l'accès immédiat à un marché de plus de 1 milliard de personnes. Les engagements sont pris, de grandes annonces sont faites. La République d'Angola, qui préside le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, annonce par exemple la signature de l'accord post-Cotonou à Apia dans les îles Samoa au mois de novembre. Un nouveau cadre de coopération se dessine entre l'Union européenne et les 79 États de l'OACP. Il se conclut avec réussite la négociation de l'accord de partenariat entre l'Organisation des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec l'Union européenne, dont la cérémonie de signature devrait avoir lieu très brièvement, marquant ainsi une nouvelle phase de coopération adéquate à la réalisation actuelle aux aspirations des États membres des deux organisations. Cet important instrument sur lequel s'assureront la coopération entre l'OCP et l'Union africaine définit le base sur lequel se vont projeter les actions. Vous le savez, l'OACP intègre 79 pays et 3 continents et 3 océans, représentant un énorme potentiel de coopération pour lequel établissent des partenariats en domaine prioritaire pour les États membres, tout en gérant ainsi des bénéfices réciproques. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux investisseurs dans le sens de regarder le pays de l'OACP comme un destiné sûr et des avantages importants pour leurs affaires. Les défis sont croissants, aggravés par les problèmes économiques. D'où l'appel du Pérou à un pacte d'action internationale pour traiter de façon immédiate l'impact des phénomènes météorologiques. Un pacte faisant appel à la coopération et à la solidarité mondiale. Aujourd'hui, c'est le Pérou qui fait face au phénomène d'El Niño. Demain, la nature peut s'engager sur une route différente, mais unis, comme on dit dans mon pays, nous pouvons l'emporter. Faisons de ce pacte un pacte pour le monde, un pacte pour la vie. Les pays en développement ont progressé, sont parvenus à réduire les émissions de CO2, mais nous restons les plus durement touchés par les catastrophes climatiques. Le mois dernier, les 8 pays de l'Amazonie ont convoqué un sommet présidentiel lors de laquelle nous sommes convenus de mesures de préservation et d'utilisation durable de l'Amazonie. Nous sommes également convenus de lutter contre le déboisement et de prendre des mesures urgentes pour éviter un point de non-retour. Le Pérou a présenté sa vision d'une Amazonie au visage humain. Visage humain parce que l'Amazonie, c'est 61% de la superficie du Pérou. Mais l'Amazonie n'est pas un sanctuaire qu'occupe exclusivement la nature. Non, c'est le foyer de près de 5 millions de Péruviens et Péruviennes. Il est encore possible de limiter la hausse de la température mondiale en deçà d'1,5 degré Celsius, tel que nous en étions convenus dans l'accord de Paris. Mais pour ce faire, il faudra prendre des mesures décisives. Ce qui signifie que les pays développés non seulement doivent adopter des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions, mais également qu'ils honorent leurs engagements pour transférer les technologies et le financement climatique. Dans cette enceinte, permettez-moi de vous informer du fait que la présidence péruvienne a présenté un projet de convention dont l'objectif est de protéger le milieu marin face à la pollution à cause des plastiques. Dans mon pays, on parle 48 langues autochtones. Plus de 6 millions de citoyennes et citoyens s'identifient comme appartenant à l'un des peuples autochtones ou originaires du Pérou. Et plus de 800 000 personnes s'identifient comme afro-péruviens. Promouvoir le plein exercice de leurs droits, tel est le défi que nous avons en commun avec de nombreux pays. Au chapitre des grandes annonces,
La Roumanie est candidate à un mandat pour la Cour internationale de justice l'an prochain. Le Suriname, sur le plateau de Guyane, en Amérique du Sud, insiste sur l'importance de l'innovation technologique dans les domaines agricoles et du numérique. Nous ne sommes pas sans savoir que la sécurité alimentaire représente un défi dantesque. Il y a quelques jours seulement à Cuba, j'ai souligné l'importance des sciences, de la technologie et de l'innovation pour faire augmenter la production de denrées alimentaires et rendre le secteur agricole plus productif. L'importance des technologies du numérique ne va faire que croître au fil des prochaines années. Il est fondamental que les fruits de ces innovations soient utilisés pour garantir un environnement accessible, transparent, sûr. Pour y parvenir de façon cohérente, mon pays s'est récemment doté d'une stratégie nationale du numérique 2023-2030. La Roumanie prône une plus grande acceptation par les États de la compétence de la Cour internationale de justice et nous comptons sur votre soutien pour notre candidature solide pour la Cour du monde. Chers collègues, le sommet de l'an prochain, le sommet de l'avenir, représente une excellence extraordinaire pour trouver des solutions mondiales conjointes. Le pacte pour l'avenir doit fournir aux Nations Unies les moyens pour parvenir à des résultats pour nous et pour les générations à venir. Nous devons être aux côtés de notre peuple, nous devons, et cela pour l'avenir que nous voulons. L'Algérie, qui regorge de jeunes et de capacités jeunes, et en effet les jeunes représentent plus de 70% de la population nationale. L'Algérie a adopté des mesures afin de fournir les cadres institutionnels et les moyens nécessaires pour renforcer les capacités des jeunes et intégrer les jeunes en tant que force motrice dans les processus de développement durable et sur le plan politique, économique et culturel. La réforme de la finance mondiale, l'urgence climatique, les conflits et l'anarchie dans le cyberespace sont autant de problèmes qui définissent notre époque. L'ONU propose de les adresser dans une dynamique plus forte.